L'optique particulière qui nous intéresse ici, puisque nous avons la chance d'avoir les ouvrages, c'est d'insister sur ce qu'on nommerait la bibliographie matérielle, c'est-à-dire une expertise qui va se pencher tout particulièrement sur l'objet lui-même. On pourrait prendre une image assez simple et parler d'archéologie du livre, pourquoi pas. En tout cas, à partir de l'objet lui-même, de sa matérialité, en tirer des informations, ou parfois des hypothèses tout simplement, sur son élaboration, sa diffusion et sa réception. Cela permet finalement de multiplier les focales sur l'histoire du livre, et puis de rattacher un petit peu ces aspects parfois techniques, on parle notamment des techniques d'illustration qui sont parfois complexes, rattacher cet aspect-là à plus généralement l'édition au XVIIIe siècle, l'histoire des sciences aussi, au-delà simplement de la discipline ornithologique. Alors, j'aimerais d'abord évoquer la variété finalement de cette matérialité de l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon. Lorsqu'on se penche sur la réalisation, sur le projet éditorial du conte de Buffon, on observe une multitude en fait, de formes. Une édition in quarto, format in quarto, texte, et 262 illustrations qui ont été dessinées par Jacques de Sèves, puis gravées ensuite par des collaborateurs, illustrations en noir et blanc. On a aussi des éditions luxueuses. Nous avons ici la chance d'avoir un exemplaire, c'est ce qui fait la base de notre exposition ici, un exemplaire format in folio pour l'illustration et mise en couleur par 80 coloristes pendant une quinzaine d'années, de 1765 à 1780 à peu près. Et celle-ci est associée aussi à finalement des volumes de texte, le même texte que l'édition in quarto, ou un texte qui sera un petit peu, je dirais, amélioré dans le sens d'ornements typographiques qui viennent agrémenter le texte. Mais on a aussi des éditions beaucoup plus finalement accessibles aux acheteurs, puisque l'édition in 12, on dirait une édition de poche, ne va coûter que 3 livres le volume de texte, alors qu'on est déjà sur 17 livres pour le volume de texte in quarto. En bref, entre les différents types d'éditions, les différents types d'illustrations, l'illustration en couleur de l'édition folio et l'œuvre de François-Nicolas Martinet, ce n'est plus Jacques de Sèves, et l'histoire de la mise en place de la colorisation de ces planches gravées en noir et blanc, on est face finalement à une multitude d'objets qui posent des questions d'ordre scientifique, d'ordre économique, d'ordre technique aussi, quand on évoque les techniques d'impression. Le point principal que j'aimerais retenir de cela, et c'est une façon de souligner la particularité de l'histoire du livre ancien, on va dire avant la moitié du XIXe siècle finalement, c'est que le projet éditorial, l'édition, souvent donne lieu à des exemplaires différents, qui ont une histoire différente chacun. Parce que, par exemple, j'en donne quelques exemples concrets que je développerai ensuite, eh bien, tel exemplaire va être corrigé à la main. On a ainsi sur la planche 159 de l'Histoire naturelle des oiseaux de Buffon, mise en couleur, l'inscription Verdier de Louisiane, qui est barrée, d'une écriture qu'on arrive à identifier du XVIIIe siècle, tout début du XIXe éventuellement, mais du XVIIIe, modifiée pour indiquer Tangara de Cayenne. Et on s'aperçoit, en comparant avec d'autres exemplaires, par exemple celui de la bibliothèque municipale de Dijon, qu'on a exactement la même correction, avec exactement la même main. Donc on va avoir ainsi un exemplaire dont on sait qu'il y a intervention directement au moment de l'atelier d'imprimerie. C'est tout à fait différent d'autres manipulations qu'on peut avoir qui sont effectuées par des propriétaires. Ainsi, un propriétaire, on l'a vu, planche 107 de notre volume, de notre exemplaire, de notre édition, indique à un moment un nom scientifique selon la classification, la nomenclature binominale de Linné, qui n'a pas encore eu lieu lorsque Buffon sort son ouvrage. On va ainsi avoir un ajout scientifique qui date du début du XIXe siècle d'un propriétaire du livre, qui tout simplement était suffisamment amateur et suivait suffisamment les publications scientifiques pour ajouter Plotus Levaillanti, du nom de l'explorateur qui est revenu d'Afrique en 1799, au nom que choisit de mettre Buffon lorsqu'il représente cet animal, l'Aïnga du Sénégal.
On a ainsi des histoires un petit peu différentes, de façon beaucoup plus simple. On peut aussi avoir en tête que, à l'époque, souvent, texte et illustration sont imprimés sur des presses différentes et qu'il faut tout simplement, si possible, les réunir pour avoir le texte et l'illustration en vis-à-vis. Ce sont des choses qui vont logiquement amener tel propriétaire à faire relier son ouvrage de façon peut-être luxueuse, avec ses armoiries, alors que tel autre va garder d'un côté le texte et d'un côté les planches. Dans l'exemplaire de l'histoire naturelle des oiseaux que nous avons mis en couleur, nous avons ce système-là, hein, nous avons l'ensemble des 1008 planches qui ont été réalisées, qui demeurent finalement reliées sous forme d'un recueil de planches, tout simplement. Nous n'avons pas le texte en vis-à-vis. Alors, le texte, c'est le même que l'édition in quarto, donc on peut s'y référer, en tout cas le propriétaire qui a acheté ces planches peut s'y référer, mais on n'a pas exactement le même système que d'autres éditions, d'autres exemplaires, soit de Buffon, soit même antérieurs. Ici, si on prend quelque temps sur cette magnifique planche dont on voit la signature ici Martinet, la lettre, comme on l'appelle, c'est-à-dire les différentes mentions qui sont sur la planche, et notamment la légende gravée. On va avoir par exemple ici un ajout manuscrit, donc spécifique à cet exemplaire, parce que le propriétaire, hélas inconnu, on ne le connaît pas, de cet exemplaire était un ornithologue certainement du début du XIXe siècle. Voilà. Alors, en comparaison, l'édition in quarto noir et blanc de l'histoire naturelle des oiseaux est certes en noir et blanc, mais permet d'avoir et le texte et l'illustration en vis-à-vis. De toute façon, comme je le disais, le texte est imprimé sur presse typographique, alors que l'illustration à cette époque est sur presse taille douce. Et ils font donc à un moment réunir finalement les deux réalisations, à la fois l'illustration de Jacques de Sèvres et puis le texte qui est œuvre de Buffon, mais très rapidement va laisser Edmé Louis d'Aubenton prendre la direction finalement de l'histoire naturelle des oiseaux, Buffon se reportant vers une autre passion, les minéraux. En comparaison, si on fait un saut dans le temps et qu'on regarde un petit peu comment se présentaient des éditions sur le sujet, je dirais 1 à 2 siècles auparavant, on est ici sur la cosmographie universelle de Tevet, une édition du XVIe siècle, quelque chose de tout à fait différent en termes d'illustration, on voit en termes de capacité de donner les différentes nuances de plumage. Hein, l'illustration est beaucoup plus simpliste parce qu'on a une technique tout à fait différente, une technique de gravure sur bois, bois de fil. Mais l'intérêt de cette gravure, c'est qu'elle permet d'insérer dans la même matrice, dans la même plaque, à la fois le texte typographique et l'illustration qui est en relief. On a quelque chose de beaucoup plus intéressant, finalement de moins contraignant à cette époque, que l'impression et le tirage à la fois du texte et de l'illustration de façon séparée. Et au passage, j'en profite, vous voyez que la mise en couleur qui a été faite ici, certainement par le propriétaire et non par l'atelier d'imprimerie comme dans Buffon, comme nous l'avons vu, reste très simpliste. Les plantes sont en vert, le bec est globalement orangé, mais finalement on a le portrait du toucan, comme nous le dit la légende, qui ne va pas beaucoup plus loin parce que le propriétaire lui-même soit ignorait tout simplement le plumage évidemment de l'animal, soit n'a pas mis en œuvre complètement la description dans le texte qui est donné par l'auteur pour ensuite appliquer les couleurs telles qu'elles sont éventuellement précisées. Autre élément ou autre finalement focal que l'on peut adopter sur l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon, c'est la différence qui existe, la différence artistique entre l'édition noir et blanc, qui est celle que j'ai montrée auparavant, œuvre de Jacques de Sèvres, et celle de François-Nicolas Martinet. Ce ne sont pas, stricto sensu, de
deux artistes, hein, ils ne sont pas membres de l'Académie royale. On va parler plutôt d'illustrateurs et d'illustration. De fait, finalement, l'influence de cette édition très importante de l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon, mise en couleur, elle reste relativement limitée si on observe le monde de la peinture, le monde de la sculpture, en tout cas le monde des arts à cette époque, exception faite quand même de la manufacture de Sèvres qui va éditer une quinzaine, 15 très exactement, même services de porcelaine très luxueux, reprenant exactement les illustrations en couleur de Buffon et ou ses légendes. Alors, l'auteur de ces illustrations, c'est Martinet, 1008 illustrations. 1008 illustrations à 450 exemplaires au total. On pense qu'il y a eu 100 exemplaires sur grand papier, folio, et puis 350 sur petit. Ça fait quand même un demi-million de planches mises en couleur. Donc il faut aussi, je pense, marquer d'une pierre blanche cette étape dans la diffusion contrôlée de la couleur lorsqu'on évoque les siècles de l'illustration et les siècles de l'illustration en particulier en couleur. Au XIXe siècle, un siècle après, la couleur est désormais passée directement dans le monde, dans la machine, dans l'imprimerie. La couleur est imprimée. Avec Buffon, elle n'est pas encore imprimée, mais elle est quand même déjà contrôlée, extrêmement contrôlée. Ce qui est intéressant avec François-Nicolas Martinet, c'est qu'on le voit déjà intervenir dans un ouvrage important aussi pour l'histoire de la discipline, de l'ornithologie, l'Ornithologia ou Ornithologie de Brisson, Jacques Mathurin-Brisson, 1760, donc 5 ans avant que Martinet ne commence à dessiner et à graver, car il était dessinateur et graveur, à la différence de Sèvres, lui-même en 1765, les premières planches mises en couleur de l'histoire naturelle des oiseaux. Il est relativement peu connu encore à l'époque. Il se définit lui-même, on le voit ici dans le frontispice de l'ouvrage de Brisson, comme dessinateur de messieurs les ducs de la Rochefoucauld et d'Estissac. Et cet ouvrage, finalement, qui réussit à identifier, enfin en tout cas à décrire, je dirais, une centaine, un millier, d'espèces, va être l'élément décisif qui va pousser Buffon à proposer, à la suite de ces quadrupèdes, dans l'histoire naturelle générale et particulière. Elle commence en 1749, elle se finira en 1789, elle compte 36 volumes. Une fois que les quadrupèdes ont été traités, finalement il passe aux oiseaux et il essaie, grâce à un réseau mondial finalement de correspondants qui vont lui rapporter des exemplaires, grâce aux collections aussi qui existent, la collection du roi, la collection du duc de Réaumur, il va essayer tout simplement et réussir de poser une pierre blanche très importante dans l'histoire de l'ornithologie et l'identification des oiseaux. Alors on voit ici le travail assez intéressant de Martinet, peut-être un élément à signaler, évidemment c'est en noir et blanc, il y a 261 planches. Pour rappel, il y en aura 262 gravées par dessinées par Jacques de Sèvres dans l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon in quarto. Un arrière-plan pittoresque qui n'amène rien scientifiquement et qui disparaît finalement dans l'histoire naturelle des oiseaux gravée par Martinet, mais en couleur. Alors pourquoi ? Certainement parce que le graveur veut faciliter le travail des coloristes. Un animal représenté de façon beaucoup plus plate, finalement, avec moins de complexité, dans une sorte de profil un peu hiératique, permet aussi d'appliquer, certainement avec l'aide d'un gabarit, beaucoup plus facilement les différentes taches de couleur sur l'oiseau qu'une gravure beaucoup plus vivante, comme celle aussi de Jacques de Sèvres, comme celle ici de Martinet, dans le livre de Brisson, lorsqu'elles sont en noir et blanc. N'oublions pas, et je passe à cet aspect finalement, à ce deuxième aspect, la mise en couleur, c'est quand même l'argument principal de Buffon. Il le dit lui-même, ça vaut mieux, une simple et bonne image est plus parlante, évidemment,
qu'une longue description fastidieuse dans le texte, et qui plus est, la place qu'on n'utilise pas pour décrire le plumage de l'oiseau dans le texte, on peut l'utiliser pour décrire son mode de vie, l'éthologie. Donc c'est aussi notre façon de détourner le regard et la place qu'on a, parce il ne peut pas faire des milliers de pages sur ces oiseaux, il va la concentrer finalement aussi sur une description, alors parfois morale aussi, des portraits moraux, mais sur la description de l'éthologie, comme on pourrait le dire désormais, de l'oiseau. Évidemment, cela en fait des ouvrages relativement remarquables, on peut le dire encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque, un ouvrage de ce type-là a un coût d'environ estimé 1500 livres pour les traces d'archives qu'on a pu en retirer. 1500 livres, si on compare avec le coût de la vie de l'époque, c'est à peu près le coût d'un véhicule, d'une berline, non luxueuse, mais une berline quand même néanmoins, je dirais, cossue. Une vache et son veau, c'est 40 livres. Voilà, 1500 livres, 40 livres, ça vous donne un peu une idée. Alors déjà à l'époque, même des bibliophiles disent que quand même le prix est excessif. L'aspect luxueux est, je pense, culturellement aussi renforcé. En tout cas, on fait appel à quelque chose d'assez connu à l'époque. Ce sont les vélins du roi. C'est une collection d'abord princière, puisque c'est monsieur, frère du roi Gaston d'Orléans, au début du XVIIe siècle, qui lance cette collection-là, c'est-à-dire les meilleurs peintres vont reproduire des animaux, puis les années passant, des végétaux également, sur des vélins de très grand format, des peaux d'animaux, avec ce cadre jaune caractéristique. Évidemment, Buffon n'a pas du tout la même ambition, je dirais une centaine d'années après, sachant que cette collection de vélins du roi est passée du frère du roi au roi lui-même. Mais je dirais il s'inscrit dans cette magnificence un petit peu, et puis dans cette référence au luxe. C'est d'une certaine façon, pour cela aussi, qu'on peut mesurer qu'il a réussi, puisque les 15 services en porcelaine de la manufacture de Sèvres s'adressent justement à cette haute noblesse, qui a tout de suite répondu de façon très intéressée à ce travail remarquable de Buffon, à la fois parce que c'est un travail scientifique de renom, Buffon est aussi un savant de renommée internationale, européenne à l'époque, mais aussi parce que la réalisation est tout à fait remarquable. Catherine II de Russie demandera par exemple un exemplaire grand folio luxueux de l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon par la voie diplomatique, et évidemment elle l'obtiendra également. La question peut se poser avec cette mise en couleur, par ailleurs, de la rigueur du contrôle exercé par l'atelier d'imprimerie. C'est l'imprimerie royale qui sort finalement l'ouvrage sur ses presses. En comparant deux exemplaires et plus, j'ai pu personnellement me rendre compte que l'application des taches de couleur, à la plume près, les teintes, les couleurs, sont extrêmement bien respectées. Là où on voit les couleurs varier, c'est dans des arrière-plans sans intérêt, comme éventuellement là, le socle sur lequel repose ce canard. Mais le contrôle devait certainement être réalisé grâce à un gabarit qui circulait entre les mains des différents coloristes. Alors coloristes, c'était souvent d'ailleurs une main-d'œuvre féminine pour ce type de travail. Et comme je le rappelle, de 1765 à 1780, c'est 80 coloristes qui travaillent à la mise en couleur de ces 1008 planches, soit au total, multiplié par les 450 exemplaires, un demi-million de planches quand même. Donc c'est absolument remarquable. Alors d'autres auteurs ont aussi fait remarquer qu'il y avait des erreurs, et c'est tout à fait juste. Janssen notamment, dans un très intéressant article de 2020. Mais je pense, même si certaines erreurs ou lacunes sont avérées, que c'est vraiment au contraire la qualité du contrôle et l'ampleur du contrôle de la mise en couleur qui ressort de ce travail. Il y a parfois quand même quelques petites entorses qu'on peut évidemment observer à droite et à gauche, pas forcément d'ailleurs au niveau de la mise en couleur. Dans l'ouvrage qui est gravé d'après les dessins de Jacques de Sèves, on a parfois quelques éléments contradictoires entre d'une part l'illustration et d'autre part
d'autre part le texte. Alors ce n'est pas le cas ici pour la fauvette des Alpes, mais dans le tome 6, planche 6, on parle du lori de Chine qui est représenté sur fond de pagode chinoise. Or, quand on lit le texte, ce n'est pas du tout un animal qui vit en Chine, ça n'a aucun rapport. Donc, on peut supposer que l'aspect pittoresque, pour le coup, a pris le dessus sur finalement l'aspect scientifique et informationnel du cadre de vie de l'animal. Et les chinoiseries, comme on dit, sont à l'époque extrêmement à la mode au XVIIIe siècle. Donc, il y a peut-être comme cela une petite, de notre point de vue, une petite entorse à l'information scientifique. C'est beaucoup plus rare dans les planches de Buffon. L'information, elle est peu présente, on l'a vu. L'animal est seul, il n'y a quasiment pas d'arrière-plan. Quelques exceptions, le pigeon des Moluques, par exemple, a dans son bec une noix de muscade, et on sait que, voilà, lorsqu'on lit son mode de vie, son régime alimentaire principal repose sur la noix de muscade. Donc là, pour le coup, on a quelque chose qui pourrait paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas. Anecdotique, c'est toujours aussi parfois le danger qui nous guette lorsqu'on regarde un petit peu ces planches et ces travaux d'illustration, c'est-à-dire avoir un regard contemporain sur un travail qui date quand même d'il y a à peu près 2 siècles, voire un peu plus. Buffon, par exemple, classe les animaux d'une manière générale selon leur proximité avec l'homme. C'est le cas lorsqu'il commence avec les quadrupèdes. Il traite d'abord des animaux domestiques, proches de l'homme, avant de traiter des animaux sauvages. Il était lui-même assez opposé, avec des arguments cohérents, intéressants, à la proposition de Linné, qui commence vers les années 1730 jusqu'à 1750 à développer finalement sa nomenclature binominale. Et on voit que ça n'est pas le cas, effectivement, dans les noms à la fois de l'édition in quarto, noir et blanc, ou en couleur, on a les noms communs, finalement. Donc lorsqu'on compare aussi les exemplaires et leur vie, on l'a vu avec des ajouts de propriétaires ensuite, on a aussi toute cette réflexion sur finalement l'identification de l'animal, l'identification exacte, comment utiliser cette illustration pour identifier un animal qui parfois a disparu d'ailleurs depuis lors, et le jeu, je dirais, ou le pistage des différents noms scientifiques et l'éclairage des noms courants est en soi, je dirais, un dossier, une piste de travail lorsqu'on observe ces éditions. En conclusion, j'aimerais insister sur le fait que Buffon emprunte les outils finalement du pouvoir royal pour développer son propos scientifique. On le voit ici, il s'agit bien de la description du cabinet du roi, c'est-à-dire de ses collections. Une des plus grandes imprimeries de l'époque, c'est l'imprimerie royale. C'est bien elle qui prend en charge, et financièrement et en termes d'organisation du travail, ce projet éditorial. Et finalement, ce qu'il est intéressant, de mon point de vue, de souligner, c'est que derrière ces oripeaux du pouvoir, qui fait que Buffon n'est pas soumis lui-même d'ailleurs à la censure royale, via la direction de la librairie, puisqu'il est imprimé par l'imprimerie royale. Il développe néanmoins un propos qui est un propos presque libertin au sens propre du terme, c'est-à-dire libéré, puisque libéré de l'histoire officielle, notamment religieuse, que l'on peut avoir et que le Parlement de Paris notamment veille à voir respecter dans les ouvrages qui sont édités en France, dans le Royaume de France. Il propose plusieurs types d'histoires, et notamment une histoire mécaniste, dont je dirais même l'étincelle initiale a à la fois une explication religieuse classique, telle qu'on la voit représentée même dans l'histoire naturelle de Buffon, mais lorsqu'on lit le texte, a aussi une possible histoire, explication finalement céleste, physique. Et c'est ce point-là, je dirais, cette dualité-là qui me semble tout à fait remarquable, puisque c'est le pouvoir lui-même qui porte en réalité cette pluralité de discours qui explosera finalement à la fin du XVIIIe siècle et provoquera une crise notamment de la direction de la librairie
supposées, censées contrôler les éditions scientifiques, éditions religieuses, non conformes finalement, qui paraissent en France.